Bien, bonjour à tous. Merci de prendre vos places. Nous allons commencer ce cours. Quatrième cours, donc, consacré à l'apprentissage du langage, aux origines du langage, à la possibilité de modéliser le langage dans des modèles animaux. Et aujourd'hui, donc, nous allons commencer à parler de l'apprentissage de grammaire artificielle. Je vous rappelle où nous étions restés la semaine dernière. Nous avions parlé de l'apprentissage de signes artificiels, c'est-à-dire de relations signifiant-signifiées chez l'animal. Et nous avions été amenés à introduire une distinction entre trois types de signes, trois types de relations signifiant-signifiées, des icônes, des indices et des symboles. Nous avions conclu que les animaux, de très nombreux animaux, en fait, étaient capables d'apprendre des dizaines de signes arbitraires, mais que ces signes arbitraires fonctionnaient plutôt comme des indices que comme des symboles. C'est-à-dire qu'en particulier, les animaux étaient capables d'apprendre des relations entre certains signes et les objets ou les référents correspondants. Le terme objet est un peu restrictif parce que nous avions vu que ça pouvait faire référence à des concepts, par exemple le concept de pareil ou de différent. Premack en particulier avait réussi à apprendre à son chimpanzé Sarah la relation entre un symbole et le concept pareil, un autre symbole, le concept différent, mais on avait l'impression qu'il n'y avait pas de système de symboles flexible, et en particulier, j'avais beaucoup parlé de la réversibilité. Il semblait que les animaux n'apprenaient pas les relations dans les deux sens immédiatement, il fallait leur apprendre séparément les relations entre signifiant et signifié bidirectionnelles, alors que chez nous, ça a l'air d'être extrêmement automatique dans l'espèce humaine. Aujourd'hui, nous allons continuer donc de parler de cette capacité symbolique, la capacité d'apprendre des grammaires artificielles, mais en se focalisant sur la notion de syntaxe, la capacité de combiner des symboles, des signes, pour, en les composant, produire des significations nouvelles. Et je voudrais commencer en disant que toutes ces questions sont quand même encore très ouvertes et qu'on voit apparaître des articles dans les 20 dernières années qui sont quand même polémiques, qui posent des questions. Je vous avais parlé d'ailleurs, quand on a parlé de l'organisation du système de production vocale, je vous avais dit qu'il fallait s'intéresser particulièrement aux espèces qui étaient capables d'apprentissage vocal, c'est-à-dire d'apprendre des vocalisations nouvelles parce que les circuits étaient plus proches de ceux de l'espèce humaine. Et effectivement, dans certaines espèces capables d'apprentissage vocal, eh bien, il y a des indices que peut-être la capacité d'apprentissage symbolique est supérieure. Alors, sachez que ces recherches sont quand même un petit peu anecdotiques, elles portent souvent sur des tout petits nombres d'animaux, sur des espèces difficiles à étudier. Je voulais mentionner par exemple que cette compétence de réversibilité symbolique, c'est-à-dire d'attacher un symbole à une signification mais que ça fonctionne dans les deux sens, de façon réversible, eh bien, a été étudiée chez l'otarie. Et chez une otarie, il semble que l'animal ait pu comprendre cette réversibilité. Pas immédiatement, pas au premier essai, mais une fois qu'on a commencé à montrer que des symboles fonctionnaient de façon réversible, eh bien cet animal semblait généraliser dans les deux sens. Quelque chose d'un petit peu anecdotique, mais peut-être faudra-t-il le prendre au sérieux à l'avenir. Alors, je voulais mentionner qu'il y a eu des recherches chez le dauphin, autre espèce capable d'apprentissage vocal et autre espèce sous-étudiée sur le plan des capacités de production. Et là encore, c'est un article un peu frustrant et limité, mais il semble quand même que les dauphins aient atteint un certain niveau. Il y a deux dauphins qui sont décrits dans cet article. C'est le travail de Louis Herman et ses collaborateurs, qui est assez réputé pour ce travail. J'ai regardé cet article en détail et bon, c'est un peu frustrant. Il y a deux animaux et les deux animaux n'ont pas appris le même langage. Ils ont appris l'un un langage auditif et l'autre une langue des signes. Et dans les deux cas, il y a une syntaxe différente. Et dans les deux cas, on n'a pas tous les détails sur ce qui a été fait exactement, mais on a par contre des prétentions assez considérables que je vous laisse lire ici, selon lesquelles l'animal aurait réussi, une fois qu'il avait compris quelques combinaisons de termes élémentaires. Vous voyez ici, on voit le lexique de termes élémentaires pour l'un des dauphins et pour l'autre des dauphins. Ici, ce sont des sons qui sont joués sous l'eau. Ici, ce sont des signes qui sont faits par l'expérimentateur sur le bord de la piscine. Et ensuite, le dauphin, par exemple, va plonger. On lui dit va chercher le cerceau de gauche. Donc il y a des choses qui fonctionnent comme des adjectifs, ici, gauche ou droite, des modificateurs, ou bien à la surface ou au fond de la piscine. Et l'animal, semble-t-il, fait le comportement qu'on lui ordonne de faire.
Bon, il y a donc une prétention à dire que l'animal est capable de généraliser à des phrases nouvelles, à des structures nouvelles, à des phrases qui sont réversibles, c'est-à-dire que l'ordre des mots définit précisément ce que l'animal doit faire. Il pourrait y avoir erreur d'ordre, et l'animal ne fait pas d'erreur, en tout cas fait mieux que le hasard. Bon, j'ai regardé cet article un petit peu en détail, et là encore, je ne trouve pas ça complètement convaincant. D'abord, et ça c'est vrai pour toutes ces études du langage chez l'animal, c'est un comportement statistique, c'est-à-dire que l'animal fait mieux que le hasard. Il est très très loin d'avoir une communication à 95% ou 98% correcte comme on peut avoir avec un enfant de 4 ans ou de 5 ans. Donc c'est quand même très différent. Et puis deuxièmement, il s'agit ici d'un comportement conditionné, c'est-à-dire qu'on a conditionné l'animal en le renforçant à réaliser ses actions, un petit peu comme un animal de cirque, un delphinarium, et on ne sait pas très bien en lisant l'article quels sont les ensembles de mots qui ont été conditionnés et quels sont ceux qui ont été laissés pour la généralisation, pour des phrases qui permettraient de tester si l'animal a vraiment compris une structure syntaxique. Donc, il est tout à fait possible que l'animal ait appris des bigrammes, par exemple des paires de mots, et ait appris à faire des actions en réponse à ces bigrammes, et que ces bigrammes, à eux tout seuls, suffisent à généraliser les structures de phrases. En tout cas, on n'a pas assez de détails quand on lit cet article pour en être absolument certain. Il y a clairement une forme de communication, une communication à plusieurs mots, mais quelle est la nature de cette combinaison de mots? C'est cela dont on va discuter aujourd'hui. Est-ce que ça va jusqu'à une vraie syntaxe? Alors, je ne peux pas parler de ce sujet non plus sans mentionner une autre espèce qui est capable d'apprentissage vocal, les perroquets, et en particulier Irene Pepperberg et son très célèbre perroquet Alex, là encore un sujet unique, avec lequel elle a travaillé pendant pratiquement 2 dizaines d'années, je crois. Elle était venue nous en parler ici au Collège de France, donc vous pourrez écouter son exposé sur le site web du Collège de France et vous faire une idée. Alex, il n'y a aucun doute qu'il était remarquablement intelligent avec les mots, et ce qui est intéressant, c'est qu'il était capable de produire ces mots, et pas seulement, d'une certaine manière, de les comprendre. Donc, à la fin de cet apprentissage, il disposait d'un vocabulaire d'environ une centaine de mots, dont 50 noms d'objets, 7 couleurs, vous voyez, donc là aussi des adjectifs, des noms, des actions, et les nombres. J'avais beaucoup parlé des nombres la semaine dernière avec le travail de Matsuzawa. Ici, c'est la même chose chez Irene Pepperberg. La capacité de comprendre les noms de nombres jusqu'à 6 était présente chez le perroquet Alex, et en particulier, une des expériences qui m'impressionne le plus dans le travail avec Irene Pepperberg, c'était cette expérience où on présente un ensemble d'objets à l'animal, et il est capable de répondre à des questions assez complexes du genre « combien de cubes rouges ?» Donc 3 mots, combien, cubes, rouges. Et il y a devant lui des objets qui sont des cubes rouges, mais il y a aussi des cubes verts, et des objets qui sont rouges, mais qui ne sont pas des cubes. Donc il est nécessaire de faire une sorte de conjonction pour pouvoir répondre à la question. Et apparemment, l'animal fait nettement mieux que le hasard dans cette capacité donc, de répondre à une question de ce type-là. Vous voyez que la compétence syntaxique, ici, à proprement parler, n'a pas besoin d'être extrêmement élevée. Il s'agit d'une sorte d'intersection, et c'est assez typique de ce qu'on trouve chez l'animal, la capacité donc de créer l'intersection des cubes et des objets rouges pour se focaliser sur les cubes rouges, et ensuite de rajouter une question comme combien, qui est une sorte de geste conditionné qui dit il faut que tu répondes avec un nombre. Donc la capacité syntaxique à proprement parler n'est pas extraordinairement développée dans ces expériences, mais une vraie capacité de référence sémantique avec des signes. Je dois mentionner qu'il y a eu un travail que je cite ici, sur lequel il faudrait revenir plus longuement, avec Sue Carey, qui est une excellente psychologie du développement, et qui a regardé si Alex était capable d'apprendre les noms de nombres un peu comme le font les enfants. Chez l'enfant, on voit un stade dans lequel l'enfant arrive à réciter les noms de nombres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ne sait pas forcément ce que chacun veut dire. Et puis il y a un moment où il découvre qu'il y a une fonction successeur qui permet de passer d'un nombre au suivant et qui permet aussi de passer d'une quantité à la suivante. Et il s'aperçoit qu'il y a une généralisation qui est possible. Chaque nombre dans la série a un successeur, et ça correspond à la quantité suivante lorsqu'on ajoute 1 à un ensemble d'objets. Eh bien, Alex semble comprendre cette idée-là. On lui apprend la suite des noms de nombres jusqu'à 7 et 8, en faisant très attention qu'à ce moment-là, il n'y ait aucune notion de quantité, juste la série des mots 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On lui rajoute donc les mots 7 et 8. Et on peut montrer que du premier coup, il comprend que 7 doit faire référence à la quantité qui est après 6, et 8, la quantité qui est après 7. Donc il y a quand même une compétence conceptuelle qui est assez remarquable chez le perroquet Alex. Mais ces expériences ne vont pas extrêmement loin, je trouve, sur le plan de la syntaxe. Dernier exemple frappant
qu'on va trouver dans la littérature, c'est celui de Kanzi, dont je vous ai très brièvement parlé la semaine dernière. Kanzi qui avait appris, c'est un bonobo, hein, qui avait appris plusieurs dizaines de signes écrits, lectigrammes, et qui, au fil de ses expériences, qui ne sont pas vraiment du conditionnement, qui est plutôt Kanzi qui est présent dans l'environnement des chercheurs, qui interagit avec les chercheurs en permanence, eh bien Kanzi finit par apprendre un très grand nombre de mots en anglais. Il est capable d'entendre et de comprendre des mots qui lui sont prononcés par les gens autour de lui. Alors, je voulais vous montrer cette vidéo qu'on trouve sur Internet. Hein. On voit donc Sue Savage-Rumbaugh, qui est le principal auteur de ce travail. Hein. Et ici, elle va mettre un masque de soudeur dans une tentative d'éviter de donner à l'animal des indices sur la base de son regard ou de son visage. Et donc, on va l'entendre parler à travers, c'est un peu étrange, à travers ce masque de soudeur. Elle va donner des ordres à Kanzi. Est-ce qu'on peut avoir le son? Kanzi, could you cut the onions Plus fort, with s'il vous your plaît. knife? Alors, je vais revenir en arrière. Vous voyez que Kanzi répond à des ordres. Kanzi, could you cut the onions with your knife? Well, that's very good. Thank you. Kanzi fait semblant de couper les oignons. On lui a dit, Could you put some soap on your ball? peux-tu mettre du savon sur la balle? Et Kanzi Well, that's fait a le good geste job. That's correspondant. very nice. Thank you. Kanzi, can you put the pine needles in the refrigerator? Peux-tu mettre des aiguilles de pin dans le frigo? Good job. Thank you. Il y a des actions un peu étranges. Hein. Et Kanzi. Kanzi s'exécute. Are you listening? Could you put some soap in the water? Good job. Thank you. Thank you. Bon, j'arrête là, vous pouvez regarder la vidéo complète. Il faut reconnaître que c'est quand même assez frappant. Il n'y a aucun doute qu'il y a là une sorte de communication vocale avec des mots qui font référence à des objets précis. L'animal est capable d'aller saisir les objets en question. Il comprend aussi un certain nombre de verbes comme put. Bon, on a l'impression d'une capacité proche de la nôtre de compréhension des phrases. Il faut quand même faire très attention. Et donc je vous ai mis ici à la fois la référence du grand monographe, la monographie de Susan Savage-Rumbaugh sur ce sujet, où elle teste la compétence pour les phrases, et puis un article beaucoup plus sceptique de revue de Povinelli et collaborateurs qui, lui, défend l'idée qu'il y a vraiment une discontinuité et que ce type de comportement n'est pas suffisant pour penser qu'il y a une compétence linguistique et syntaxique chez les animaux. Alors, quels sont les problèmes avec ces études? Il faut vraiment lire l'article en détail. Les auteurs ont une section de cette monographie de Savage-Rumbaugh et collaborateurs qui dit pourquoi ne pas accorder la compétence syntaxique à une espèce qui est notre cousine ou notre sœur. Et en fait, quand on regarde l'article, la réponse est négative, me semble-t-il. D'abord, bon, je vous ai parlé la semaine dernière du risque d'effet Cleverhans. Alors, ils ont un certain nombre de réponses, et dans l'article, c'est peut-être assez bon. Par exemple, dans l'article, la personne n'est pas derrière un masque de soudeur, mais elle est derrière une vitre sans teint. Et les assistants qui sont autour ont des casques audio et donc ne peuvent pas entendre les ordres qui ont été donnés à Kanzi. Néanmoins, il y a quand même beaucoup de monde dans la pièce. Les gens savent quels sont les objets qui sont dans la pièce. Et un miroir sans teint, ça n'est pas une situation de double aveugle. Hein. C'est une situation unidirectionnelle, mais l'expérimentateur voit le singe. Donc, je reste un tout petit peu incertain là-dessus. En même temps, il faut se rendre compte de la difficulté d'interagir sans être présent derrière un miroir. Enfin, on peut comprendre que l'animal soit perturbé, donc il y a des contraintes expérimentales. Mais bon, admettons que le risque d'effet Cleverhans ait été éliminé, qu'il n'y ait donc pas d'indice qui soit donné par l'expérimentateur. Ce qui me gêne le plus dans ces expériences, c'est qu'on n'arrive pas à faire la différence entre ce qui a été entraîné et ce qui a été gardé pour la généralisation. Et en fait, l'ensemble d'entraînement est extrêmement mal contrôlé dans ces situations. Pourquoi? Parce qu'on demande, c'est la situation expérimentale elle-même, fait qu'on vit avec l'animal, on vit pendant des années avec cet animal. Et voilà un exemple, donc ce qui est dit dans l'article.
Kanzi passait beaucoup de temps dehors, dans l'hiver il jouait avec ses jouets, il peignait, il aidait à cuisiner, on a du mal à croire tout ça, hein. Il regardait la télévision, il visitait des gens, et il rencontrait des gens, et toutes ces activités étaient accompagnées de langage, de n'importe quelle manière qui semblait pertinente aux gens autour de lui, aux gens qui s'occupaient de lui. Donc ça veut dire qu'on ne contrôle pas ce qui a été dit, tout simplement. Voilà. On ne sait pas ce qui a été conditionné, en quelque sorte, et puis ce qui a été gardé pour la généralisation. Et il y a aussi, je trouve, une certaine générosité de l'expérimentateur, alors qu'il faut évidemment essayer de rester le plus objectif possible, une générosité dans le codage des erreurs. Donc une très grande part de cet article repose sur l'utilisation de mots comme « in ». Et vous avez vu « put the onions in the fridge ». Et dans l'exemple qu'on voit, l'animal met les oignons ou les aiguilles de pain, pardon, dans le frigo. Bon. Mais quand vous lisez l'article, en réalité, l'animal ne fait pas toujours ça. Il n'a pas l'air de comprendre ce que c'est que in, qui est vraiment une relation intéressante. Un objet est dans un autre, donc il y a vraiment une relation syntaxique particulière, sémantique particulière. Mais en fait, il se contente de mettre à côté, côte à côte. Donc on accepte comme correct n'importe quelle situation où les objets ont été mis côte à côte. Et c'est pourtant la situation clé dans laquelle les auteurs pensent qu'ils sont en train de tester la récursion, parce qu'ils testent des choses comme take the onions that are in the fridge. Okay. Donc là, il y a une sorte d'enchâssement superficiel de la phrase. Ils sont dans le... Mais en réalité, on pourrait se passer de cette phrase relative, et si en plus la relation in n'est pas vraiment comprise, eh bien, vous voyez qu'on n'est pas en train de tester une compétence syntaxique extrêmement précise. Donc là encore, moi, je trouve que ces données sont à la fois excitantes, parce que vous voyez que le comportement est quand même très élaboré, et en même temps extrêmement frustrante. Il y a une dernière chose qui est frustrante, évidemment, c'est l'extraordinaire difficulté de répliquer ces études. Il a demandé des années d'entraînement avec un animal particulier qui n'est plus accessible actuellement, des animaux avec lesquels, évidemment, les expérimentateurs ont une relation affective extrêmement particulière. C'était le cas pour Alex, c'est le cas pour Kanzi. Et évidemment, du coup, ont du mal, à mon avis, à conserver une certaine distance d'objectivité par rapport au comportement. Et ça, on le voit vraiment quand on lit cet article. Ça se conclut par des considérations extrêmement ambitieuses sur l'évolution du langage et le fait que, finalement, ces animaux sont une sorte de modèle de l'évolution du langage, alors qu'ils ont appris, donc il y a un côté lamarckiste quelque part dans certaines des phrases qui sont dans cet article. C'est pas parce qu'on a appris quelque chose à un chimpanzé ou à un bonobo qu'on est en train de modéliser l'évolution génétique du langage. Donc voilà, je trouve que ces articles, malheureusement, ne sont pas conclusifs. Alors, il faut revenir à des choses qui sont un petit peu fondamentales, qui sont plus faciles à étudier peut-être en laboratoire, et on va voir que les limites sont assez claires. Je ne peux pas vous parler de ce sujet sans vous parler d'un article qui a eu une importance capitale dans l'histoire de ces études chez l'animal, qui est l'article de Herb Terrace. Herb Terrace, avec ses collègues, notamment Laura Petito et Tom Bever, étudie un chimpanzé particulier, et le chimpanzé qui s'appelle Nim, hein, c'est ce qu'on appelle le projet Nim, il y a un film là-dessus, vous pouvez regarder, et c'était un spécialiste du conditionnement, et il était convaincu que les chimpanzés n'étaient pas si différents que nous, et il voulait prouver donc que Noam Chomsky avait tort, et qu'un chimpanzé, dans la mesure où on l'élève depuis le plus jeune âge dans un environnement, exactement comme un enfant humain, dans un environnement familial, eh bien, pourrait tout à fait acquérir la langue des signes. Et superficiellement, là encore, c'est ce que ça suggère. Au bout de quelques années, au bout de 4 ans, Nim maîtrise 125 signes. Bon, par rapport à un enfant sourd-muet, ça n'est pas beaucoup, hein, 125 signes, mais enfin, c'était le début d'un système de communication. Et dans l'article, on voit des photos comme celle-ci, où Nim donc, est capable de produire les signes. C'est ça qui est intéressant, pas seulement de comprendre, mais de les produire. Et Nim produit une combinaison ici qui est pertinente, on a l'impression en tout cas. Hein. Il y a un chat dans les bras d'un des expérimentateurs, et Nim fait les combinaisons moi, câliner le chat. D'accord ? Et hop, on lui donne le chat et il câline le chat. Donc il y a vraiment une sorte de petite phrase qui est produite. Et ces données peuvent suggérer que l'animal est vraiment capable de produire une sorte de petite phrase « je veux câliner le chat » ou quelque chose comme ça. Y compris, vous voyez, c'est ce mot très complexe qui veut dire « moi » ou « je ». Alors, qu'en est-il réellement ? Eh bien, dans cet article de Science, qui fait 8 pages, hein, les auteurs analysent les productions, donc 19 000 productions d'au moins 2 signes qui ont été produites par cet animal et regardent s'il y a une forme de dépendance de l'ordre ou de la syntaxe. Alors, la première chose qui est extrêmement claire, c'est que cet animal produit des données dans un ordre bien précis. Il y a un ordre séquentiel.
pas si on peut parler de grammaire, on va en parler dans un instant, mais il y a au moins des combinaisons reproductibles de mots. Par exemple, il y a un mot qui dit plus et qui va être utilisé avec des objets, par exemple plus de chocolat, plus de lait, etc. Et l'animal va utiliser systématiquement plus devant le mot, beaucoup plus souvent que dans le sens inverse. Ce n'est pas complètement 100%, vous voyez, mais il y a vraiment un ordre séquentiel préféré et on a ici des listes des combinaisons de mots que l'animal produit souvent, soit de 2 mots, soit de 3 mots. Toutes ces données sont encore disponibles. Alors, cela dit, quand on regarde ce qui se produit, les combinaisons qui font plus que 2 mots ne sont pratiquement jamais composées suivant le même principe que le ferait un petit enfant, c'est-à-dire en enchâssant les combinaisons entre elles. Par exemple, les oignons dans le frigo. Et dans le frigo qualifie les oignons. Eh bien ici, on trouve des contenus qui sont en quelque sorte superposés, des répétitions, par exemple manger, Nîmes, boire, manger, moi, Nîmes, etc., etc. Il y en a beaucoup comme ça. Ici, j'ai l'exemple de la phrase la plus longue qui a été jamais produite par Nîmes. Alors, c'est pas longtemps je me suis couché de bonne heure. C'est donner, orange, moi, donner, manger, orange, moi, manger, orange, donner, moi, toi. Voilà. Donc là, on commence à voir un petit peu ce qu'on veut dire par syntaxe chez Nîmes. C'est une sorte d'alignement de mots et c'est composé essentiellement de répétitions. Et il y a une phrase qui est, je trouve, assez juste dans l'article de Herb Terrace qui dit « L'explication la plus simple est qu'il s'agit de combinaisons non structurées de signes dans lesquelles chaque signe est séparément adéquat à la situation actuelle. » C'est-à-dire qu'il y a une situation, il y a le chat qui est dans les bras, et puis chacun des mots est peut-être approprié, mais leur combinaison n'est pas extrêmement contrainte par la syntaxe. Alors, on peut aller nettement plus loin dans l'analyse comparative avec les enfants. Voilà un des graphes donc, de l'article de Terrace et collaborateurs qui nous montre l'explosion des productions verbales chez les enfants, de ce qu'on appelle ici en ordonnée mean length of utterance, c'est-à-dire la longueur moyenne des productions verbales des enfants en nombre de mots. Hein. Vous voyez que tous les enfants, à des âges qui peuvent varier, se mettent à produire soudainement une explosion de phrases de longueur de plus en plus importante, y compris ici des enfants sourds, 2 enfants entendants. Et puis vous avez Nîmes, et Nîmes avec différentes sessions ici, et Nîmes qui reste autour de 1 ou 2 mots en moyenne par production. Vous voyez que ça ne change pas avec l'âge de l'animal. Il y a donc quelque chose de vraiment très différent ici, quelque chose qui a l'air d'être une propriété fondamentale de l'apprentissage du langage chez l'enfant, qui survient spontanément, que ce soit dans un langage oral ou dans un langage gestuel, et qui ne survient pas ici chez Nîmes, qui reste avec une longueur moyenne qui est extrêmement stable. Il y a une autre différence majeure, c'est qu'au fur et à mesure que les enfants apprennent leur langue, ils imitent de moins en moins ce qui se passe et ils se mettent à produire des phrases qui complexifient ce qu'a pu dire l'adulte, qui rajoutent de l'information par rapport à ce qu'a pu dire l'adulte. Donc ici, on regarde toutes les situations dans lesquelles il y a une sorte de dialogue, aussi bien chez l'enfant, à gauche ici, que chez Nîmes. Et c'est en fonction de l'âge dans les 2 cas. Et donc, ici, c'est le nombre total de ce qu'ils appellent les réponses adjacentes, c'est-à-dire c'est leur tentative de trouver des situations de dialogue. L'adulte a dit quelque chose et l'animal ou l'enfant, juste après, s'est mis à signer quelque chose avec les mains. Donc, on pense qu'on est dans une situation de dialogue. Alors, il y a évidemment beaucoup d'imitations, mais chez l'enfant, vous voyez que le nombre d'imitations, c'est-à-dire que l'enfant répète exactement les mots qui ont été dits par l'adulte, le même contenu, ces imitations diminuent au profit de ce que les auteurs appellent expansion, c'est-à-dire qu'on rajoute de l'information. Donc un exemple pourrait être l'adulte qui dit « regarde le chien » et l'enfant qui dit « oh, le gros chien ». Donc on rajoute un mot, ou plusieurs mots, on rajoute de l'information. Eh bien ça n'a pas l'air de survenir très souvent chez Nîmes, mais en tout cas ça n'évolue pas en fonction du temps. Donc il est rare que Nîmes rajoute des mots nouveaux dans des productions par rapport à ce qui vient de lui être dit. Et il y a aussi une autre chose qui est quand même assez importante, qui est peut-être plus à voir avec la théorie de l'esprit qu'avec la syntaxe, mais enfin qui est quand même quelque chose de pertinent. Nîmes n'attend pas son tour. Et c'est vrai qu'attendre son tour dans un dialogue, c'est quelque chose d'extrêmement important et d'extrêmement caractéristique de notre espèce. Hein. Et Nîmes interrompt son interlocuteur, n'a pas l'air de faire attention à ce qu'il est en train de dire, et se met à faire ses signes un petit peu, vous voyez, en les répétant comme ça.
Au passage, l'article contient une critique extrêmement sévère d'autres travaux qui sont ceux d'Allen et Beatrice Gardner, avec un autre chimpanzé très célèbre qui s'appelle Washoe. Et là, la critique est vraiment sévère parce qu'ils disent, vous voyez, on a souvent isolé des petits clips vidéo dans lesquels Washoe produit des signes qui sont pertinents. Et si on regarde la vidéo entière, dans les secondes qui précèdent, les Gardner venaient de produire les mêmes signes. Donc, ce qu'on a pris pour de la production du langage, c'était une sorte de répétition différée, et on sait bien que les animaux sont capables de répétitions différées. Hein. Donc là, c'est presque un problème méthodologique, c'est qu'on ne rapporte pas nécessairement la totalité des données qui permettent de conclure sur ce qu'a fait exactement l'animal. Donc la question de l'imitation est vraiment très importante ici. Les animaux ont tendance à imiter, les enfants ont tendance à informer en rajoutant de l'information et à produire progressivement des phrases de plus en plus complexes et de plus en plus informatives. Alors, ces données chez Nîmes ont été réanalysées récemment par Charles Young, qui est un linguiste de l'Université de Pennsylvanie et qui a fait un travail tout à fait intéressant qui montre à nouveau la différence entre Nîmes et les jeunes enfants. Et cette analyse porte sur l'existence de règles combinatoires productives, comme doivent l'être les règles de grammaire. Elles s'appliquent à de très nombreux mots, elles ont un caractère productif et systématique. Alors, voilà la logique de l'argument de Charles Young, que je trouve vraiment très intéressant. Il dit, il y a deux possibilités qui sont proposées dans la littérature. D'une part, il y a cette idée, disons, autour de Chomsky, qui est que le langage est fondé sur des règles abstraites, qui s'appliquent à de nombreuses catégories de mots. Et puis, deuxième idée, non, peut-être l'enfant se contente de mémoriser des productions qu'il a entendues autour de lui. C'est une idée qui est développée par Tomasello dans ses livres. Il mémorise des expressions entendues et il les recombine sur la base de ce qu'il a pu entendre par le passé. Alors, un critère qui peut être extrêmement simple pour faire la différence entre les deux, c'est si un enfant apprend un mot nouveau, par exemple bliquette, on lui dit voilà, ça, cet objet-là, c'est un bliquette, est-ce qu'il est immédiatement capable, s'il a compris que c'est un nom qui réfère à un objet particulier, est-ce qu'il est immédiatement capable de lui appliquer des règles de grammaire, par exemple la règle qu'un déterminant vient avant un nom, et donc a et the en anglais sont des déterminants, donc immédiatement l'enfant devrait être capable de produire a bliquette, the bliquette, d'accord ? Il doit y avoir une systématicité dans l'application de ces règles. Alors, Young propose de quantifier cette idée-là en donnant une variable qu'il appelle diversité, qui irait de 0 pour des situations où on utilise toujours le même déterminant, on a stocké un déterminant qui va avec un nom donné, et puis 100% pour des situations où il y aurait toujours les deux déterminants, donc une combinatoire parfaite qui irait avec tous les noms. D'accord ? Donc c'est une mesure de la systématicité des règles qu'applique l'enfant. Est-ce qu'il se contente de mémoriser des situations qu'il a entendues, ou bien est-ce qu'il a une règle générale ? Il est évident que c'est assez complexe comme situation. Naïvement, on pourrait s'attendre à ce que s'il a une règle, la diversité doit être de 100%. Tous les noms peuvent être combinés avec tous les déterminants. On voit bien que d'abord il y a des contraintes sémantiques qui font qu'on ne dit pas toujours un ou le avec tous les mots. Et puis, il y a d'autres types de contraintes. Donc, quand on mesure, on trouve 20 à 40% de diversité pour des noms singuliers qui sont utilisés avec a et the, voyez, en anglais. Donc, les gens qui ont fait ces mesures se sont dit, finalement, la systématicité, ce n'est pas une propriété du langage. On a tort d'insister sur cette systématicité. Il y a beaucoup moins de systématicité qu'on ne le pense dans les productions de l'enfant. C'est vraiment faible et peut-être il n'y a pas de règle systématique. Et c'est l'interprétation de Tomasello qui remet en question très fortement les idées de Chomsky. Alors, Young fait remarquer des choses extrêmement simples. C'est que ça dépend de la rareté des mots. Imaginez que vous ayez un mot tellement rare que vous l'utilisez qu'une seule fois. Ça peut arriver. En tout cas, vous le mesurez une seule fois dans le corpus de production de l'enfant, parce qu'il est rare. Évidemment, il ne va pas être utilisé à la fois avec a et avec the, parce qu'il a été utilisé une seule fois. C'est trivial, mais ça vous donne une idée qu'il faut tenir compte de la fréquence des mots. Les mots fréquents, on devrait les observer autant avec a que the, mais les mots rares, il peut y avoir des déviations simplement dues aux fluctuations statistiques. Et à l'extrême, les mots qui sont présentés une seule fois, il ne faudrait pas les analyser dans cette analyse, parce que bien entendu, ils ne peuvent pas être présents avec deux déterminants différents. C'est une évidence, mais que les gens font des statistiques sans réfléchir trop au sens de leurs statistiques. Alors, Young applique des mathématiques un peu plus sophistiquées, il réfléchit aux prédictions qu'on peut faire, et là je vous épargne les mathématiques, qui sont un tout petit peu compliquées dans son article,
tient compte de la loi de Zipf, qui est une relation entre la fréquence des mots et leur rang dans le dictionnaire, et il trouve qu'on peut trouver une loi mathématique qui prédit quelle diversité moyenne on doit observer étant donné la taille du corpus. C'est-à-dire, si j'ai un corpus d'enfants où il y a 5000 mots, je dois prédire telle diversité. Si j'ai un corpus d'enfants où il y a 100 000 mots, 200 000 mots, alors la diversité doit augmenter. Et il analyse à ce moment-là de très nombreux corpus disponibles sur les productions des enfants en bas âge, et il trouve que la diversité qui est observée est en fait exactement celle qu'on doit prédire sur la base de règles grammaticales systématiques. Donc le fait que ça tourne autour de 20 ou 40% pour beaucoup de ces corpus, c'est simplement lié à la taille du corpus. Ça n'a rien à voir avec la systématicité. Les règles grammaticales systématiques prédisent ce résultat. C'est pour ça qu'on a une belle régression ici qui est vraiment magnifique. La diversité est exactement celle qu'on doit prédire sur la base de règles grammaticales systématiques. Et ce n'est pas correct donc de dire que cette valeur faible permet de rejeter cette idée de règle, cette idée chomskienne. Inversement, et là ça devient intéressant, Yang modélise ce modèle de mémoire. Donc il dit, je sais à quoi ressemblent les productions des adultes, je peux modéliser une situation où l'enfant mémoriserait des groupes de mots, et je regarde quelle devrait être à ce moment-là la diversité observée. Et là, vous voyez que les données s'écartent de la diagonale ici. Les prédictions du modèle de mémoire ne correspondent pas à ce qui est observé chez l'enfant. Alors, je suis désolé, je viens de correspondre avec l'auteur, il a inversé les deux axes ici, donc c'est un peu troublant. Malheureusement, ce n'est pas les prédictions qui sont en X, c'est les prédictions qui sont en Y et les données qui sont en X. Bon, passons sur cette petite erreur dans l'article, mais vous voyez que les prédictions ici sont toujours trop faibles. C'est-à-dire que le modèle de mémoire sous-estime la capacité de l'enfant de généraliser à des situations nouvelles et justement d'utiliser des déterminants les plus divers avec des mots nouveaux. Les enfants sont vraiment capables de recombiner des mots entre eux suivant des règles grammaticales. Et alors, où se trouve Nim-Chimpsky ? C'est là que ça devient intéressant, évidemment. Je reviens aux animaux, je reviens à ce chimpanzé. Eh bien, si on analyse les productions de Nim sur la base des données de Herb Terrace, eh bien, on voit que chez lui, les données ne sont pas sur la diagonale ici, comme elles le sont chez les enfants. Les prédictions ici, ce sont les prédictions du modèle syntaxique, combinatoire, avec de vraies règles, et on voit que ça ne rend pas bien compte de ce qui est observé chez le chimpanzé. Le chimpanzé ne semble pas avoir cette capacité de combinaison systématique, il a des préférences particulières. On peut regarder ça en détail. Par exemple, si on regarde les constructions de type more X et give X, qui jouent presque le même rôle sémantique. Je veux plus de chocolat, donne du chocolat. Et il les utilise dans des situations comparables. Eh bien, le corpus est tellement grand, il y a finalement peu de mots qui peuvent servir de X, qu'on devrait observer une diversité très importante, de 88%. Avec tous ces chiffres de diversité ici prédits par le modèle sont élevés, mais la diversité observée chez l'animal est plus faible que cela. Ce qu'on observe, c'est que Nim préfère utiliser more X avec certains mots X et give X avec d'autres mots X. Mais il n'a pas l'air d'avoir de règles de combinaison systématiques et générales. Et ici, vous avez toutes les combinaisons qui ont été analysées par Charles Young, et il semble qu'aucune d'entre elles ne soit aussi productive que ne le suggérerait la présence de règles systématiques. Donc, ça conforte l'hypothèse. On avait vu sur la base du travail de Thérèse 20 ans auparavant que Nim ne semble pas utiliser des règles syntaxiques systématiques. Il dispose de mémoire de couple de mots, et il les utilise à bon escient, dans un contexte particulier, mais pas forcément avec une syntaxe, et pas forcément avec une syntaxe enchâssée. Alors, cette analyse de Yang est aussi très intéressante parce qu'on peut l'appliquer à d'autres corpus. Et il y a un article tout récent avec Susan Goldin-Meadow. Susan Goldin-Meadow est une spécialiste des signes qu'on fait avec les mains et de la langue des signes en particulier. Et ici, ils analysent une situation extrêmement intéressante. Vous savez que certains enfants sourds qui ne sont pas appareillés, qui ne sont pas exposés à la langue des signes, qui sont par exemple dans un village au Guatemala, eh bien, ces enfants sourds, souvent, entre eux, dans des mini-communautés, vont créer des sortes de systèmes de communication gestuelle qui leur sont propres, par exemple avec leurs parents. Ils ont développé des systèmes de signes, c'est comme l'invention d'une langue des signes.
Et du coup, on peut se poser la question, est-ce que ces signes qu'ils inventent fonctionnent de façon combinatoire avec des règles, ou bien est-ce qu'ils fonctionnent comme une sorte de code signifiant-signifié, avec une série de relations signifiant-signifiées, mais sans règles de grammaire. On sait que les langues des signes, en général, partagent de nombreuses propriétés linguistiques abstraites avec les autres langues naturelles. Donc, par exemple, il y a des noms et des verbes, on est capable de former des questions, il y a des phrases négatives, et c'est une richesse de syntaxe qui est présente même dans ces précurseurs des langues des signes, qui dépassent ce qu'on trouve dans la communication chez l'animal, mais est-ce qu'on trouve la signature de règles combinatoires? Alors, les auteurs prennent 20 heures de vidéo d'un enfant sourd, David, qui a créé une sorte de langue des signes minimale à lui tout seul dans son environnement, entre 2 et 5 ans. Et ils appliquent l'analyse de Charles Young, donc ils regardent si la diversité des combinaisons de signes est compatible avec la présence de règles. Donc ici, dans l'axe des X, c'est la prédiction du modèle des règles, et ici, c'est l'observation sur la diversité des productions qui sont faites par David. Et on trouve qu'il y a vraiment une combinatoire fondée sur des règles. Le même nom, par exemple, peut être utilisé avec ou sans démonstratif. Et c'est utilisé de façon productive. Vous voyez, il y a toutes ces combinaisons possibles. Un nom peut être utilisé avec un verbe d'action ou un verbe d'état, avec un verbe transitif ou intransitif, avec un locatif ou un possessif. Donc chacun de ces points ici correspond à l'une de ces règles qui est analysée par les auteurs. Et dans tous les cas, on voit que la diversité observée est compatible avec l'utilisation de règles systématiques, productives, et non pas d'une simple mémorisation d'exemples particuliers. Donc il y a vraiment, comme on le pensait, une organisation de la langue des signes ici qui dépasse ce qu'on observe chez un chimpanzé. Suzanne Goldin-Meadow m'a dit, quand j'ai fait ces expériences, j'étais quand même très anxieuse, j'espère que l'enfant sourd ne va pas ressembler au chimpanzé. Vous voyez que ce n'est pas le cas, évidemment. Ce sont des enfants avec un cerveau humain qui, spontanément, parce qu'ils ont cette organisation linguistique particulière, vont développer un système de règles. Alors cette capacité d'apprentissage de règles abstraites, quand même tout à fait caractéristique de notre espèce, c'est quelque chose que nous projetons sur les données, et il y a pas mal d'exemples de ce type d'études. Je voulais en mentionner une qui est intéressante, même s'il est très ancienne, c'est celle de Shepard, des collaborateurs, Roger Shepard, qui est un des plus grands psychologues du XXe siècle, et qui ensuite a été appliquée chez les primates. Que fait Shepard? Il demande au sujet humain de classifier des objets. Il y a 8 objets ici, vous voyez, il peut y avoir des triangles et des carrés, ils peuvent être noirs ou blancs, et ils peuvent être grands ou petits. Et il demande à ces sujets, dans toute une série d'expériences, de les classifier en 2 groupes. Et la première remarque qu'il fait, c'est qu'il y a simplement 6 règles possibles, 6 manières de classifier ce type d'ensemble de 8 objets. Voyez, donc ici, vous avez les 6 types de classification. Elles correspondent d'ailleurs aux manières d'étiqueter un cube, puisqu'il y a 3 dimensions qui caractérisent ces objets, la taille, la couleur et la forme. Et donc, il y a 6 manières possibles d'étiqueter les sommets de ce cube pour avoir 4 noirs et 4 blancs. Donc, ça correspond à ces règles. Donc, imaginez que vous soyez exposé à ces objets, l'un après l'autre, et vous devez essayer de deviner si vous devez faire la réponse à gauche ou la réponse à droite. Dans la règle ici, c'est très facile, les objets de gauche sont tous noirs, les objets de droite sont tous blancs. Donc vous allez apprendre très très vite à classifier ces objets, à dire les noirs c'est à gauche, les blancs c'est à droite. Maintenant, regardez les autres règles et vous voyez que c'est un peu plus compliqué. Celle-ci est intéressante, c'est pas très difficile. Qu'est-ce qui distingue les objets de gauche des objets de droite? Il faut que ce soit des triangles noirs ou des carrés blancs. D'accord? Les triangles noirs ou les carrés blancs, ça va à gauche, les autres, ça va à droite. Voilà, j'ai trouvé la règle. Donc, dans toutes ces situations, on va exposer les sujets à de nombreux essais, ils vont voir ces formes, ils vont essayer de deviner quelle est la bonne réponse, et on va voir combien de temps il leur faut pour apprendre la bonne règle. Vous voyez que ça peut aller jusqu'à des règles assez complexes. Je ne sais pas si vous voyez la règle ici. En fait, elle correspond aux situations où on choisit les extrêmes du cube ici et les autres extrêmes, donc une sorte de XOR généralisé. Et c'est pas facile de trouver une règle verbale qui permette de classifier ici ces objets. Pratiquement, il faut tout apprendre par cœur ici. Alors, ce que montre Shepard, c'est que les humains apprennent d'abord remarquablement vite à classifier ces items suivant l'une des 6 règles possibles, et que ce n'est pas un apprentissage associatif. Ce n'est pas une situation où les humains doivent apprendre chaque objet une réponse. Un objet, une réponse, un objet, une réponse. Au contraire, il y a de grandes variations de complexité
dans les règles, et voilà les 6 types de règles possibles. La règle 1 est toujours très facile, la règle 6 toujours très difficile, et les performances ne sont pas bien prédites par cette ligne droite ici, qui serait la ligne des confusions perceptives. Vous voyez, si vous êtes comme un réseau de neurones, vous recevez ces formes et vous essayez de trouver la réponse correspondante, vous allez faire des confusions perceptives, vous allez confondre les items sur la base de leur ressemblance. Eh bien, ça n'est pas ce que font les sujets humains. Ils font mieux que ça. Ils ont l'air de rechercher des règles, et en particulier, une chose intéressante, c'est que la règle de type 2 ici, c'est-à-dire cette règle du XOR simple, c'est la conjonction de la couleur et de la forme, hein, triangle noir, carré blanc, suffit à répondre. Eh bien, cette règle 2 est facile à apprendre par les sujets humains. Et elle dévie fortement des prédictions que l'on pourrait avoir sur la base d'un apprentissage de la similarité perceptive. Donc, Shepard en conclut que les sujets sont en train de rechercher des règles. Et les données sont bien prédites par ce qu'on appelle la complexité de Kolmogorov, je vous en avais parlé l'an dernier, c'est-à-dire la longueur de la règle qu'il faut trouver, la longueur de la description minimale qui permet de comprendre la règle. Il faut une description beaucoup plus grande pour expliquer la règle ici que pour expliquer la règle ici ou ici. Ouais. Donc, quelque part, les sujets humains sont en permanence en train de chercher des règles abstraites. Alors, qu'est-ce qui se passe chez l'animal? Eh bien, c'est le travail de David Smith avec Washburn et collaborateurs. Donc, ils vont tester des singes macaques. Alors, ils commencent par répliquer chez l'humain. Ils trouvent le même ordre que Roger Shepard, donc ils répliquent les travaux de Roger Shepard. Ils rajoutent une chose qui est assez intéressante. Ils regardent les courbes d'apprentissage. Vous voyez que ça, ce sont les courbes d'apprentissage en fonction du nombre de blocs d'essais qui ont été présentés. Et on a l'impression d'une courbe un petit peu continue comme ça. Mais ils disent, c'est trompeur, attention, regardez, parce que si j'aligne les données sur le moment où le sujet a réussi 3 fois de suite à comprendre, à classifier les items sur la base des règles, 3 blocs de suite, eh bien, si j'aligne les données là-dessus, je découvre qu'il y a quelque chose de beaucoup plus soudain. On a l'impression que les sujets humains découvrent soudainement la bonne règle. Et quand ils l'ont trouvée, le comportement est excellent. C'est vrai, en tout cas, au moins pour les règles de type 1 et pour les règles de type 2. Vous voyez, une découverte soudaine. Ça correspond bien à cette idée d'une règle. On en teste plusieurs, puis à un moment, on sélectionne la bonne règle. Alors, que se passe-t-il chez les animaux, chez les singes macaques? D'abord, l'apprentissage est massivement plus lent. Vous voyez ici le nombre d'essais qu'il a fallu pour des humains en moyenne et pour les singes macaques à travers toutes ces règles. Donc, ce sont des milliers d'essais à chaque fois qu'il faut pour entraîner les singes sur ce type de situation. L'ordre de difficulté n'est pas du tout le même, et en particulier, et là c'est vraiment intéressant, le type 2, vous vous souvenez, c'est ce XOR, c'est cette situation-là, je vous l'ai remise ici, n'est pas du tout facile pour les singes, alors qu'il était facile pour les humains, presque aussi facile que la règle 1. Les macaques ont du mal avec cette règle-là, et ils ont du mal, vous avez ici 4 singes différents, et les données sont bien prédites par la similarité perceptive. Donc vous voyez que les taux d'erreur des animaux se trouvent sur une ligne ici qui est prédite par ce qui est marqué structural ratio. Ici, c'est une prédiction fondée sur la similarité perceptive entre les items. Donc la similarité perceptive suffit à expliquer les données des singes, pas du tout les données des êtres humains qui ont l'air d'appliquer des règles. Et là encore, cette notion d'une découverte soudaine, donc on peut aligner les données des singes le mieux qu'on peut sur la base du moment où ils commencent à appliquer la règle à un certain niveau de critères. On ne trouve pas de discontinuité comme on trouvait tout à l'heure chez l'homme. Ça, c'est des données un peu difficiles, c'est toujours un peu fragile. Peut-être qu'on a raté la discontinuité, peut-être qu'elle est probabiliste, etc. Mais on a l'impression, en tout cas, en appliquant la même analyse aux données du singe et aux données de l'homme, que chez l'un, il y a une découverte soudaine et qui permet d'accélérer l'apprentissage, et chez l'autre, il y a un apprentissage cumulatif, item par item, sans être aidé par des règles. Donc, les humains apprennent des sortes de formules, par exemple triangle noir ou carré blanc, une formule logique dans laquelle l'enchâssement est absolument essentiel. Ce n'est pas du tout la même formule que triangle blanc ou carré noir. Donc il y a une capacité de créer des formules de ce type, de les sélectionner en fonction des données qui sont reçues du monde extérieur. Et cette capacité a l'air de manquer totalement chez les singes. Ils apprennent beaucoup plus lentement. Peut-être ne découvrent-ils que des relations stimulus-réponse, c'est-à-dire une sorte de liste de chacun des 8 stimuli ici, et pour chacun d'eux, quelle est la bonne réponse. Un réseau de neurones qui essaierait d'apprendre cette tâche ferait comme ça, et en l'absence d'une capacité de représenter la règle, eh bien, il apprendrait certainement très lentement, et peut-être de la même manière que l'on voit ici les singes. Donc c'est une expérience intéressante, très minimale. Il n'y a pas vraiment de langage à proprement parler ici, mais on voit quand même l'apparition d'une capacité symbolique utilisant des règles
qui est très naturelle chez les êtres humains et pas du tout chez les singes macaques. Cette capacité, on la voit dans plusieurs expériences. Il y a un article de revue qui est assez intéressant de Conway et Christiansen, même s'il est un petit peu ancien déjà, et dans lequel il cite ce travail ancien de Greenfield et collaborateurs sur ce qui se passe lorsque vous laissez un enfant versus un singe, un primate, jouer avec 3 coupes comme ça. C'est un jeu tout à fait simple dans lequel vous avez des pots de tailles différentes et bien sûr vous pouvez les assembler les uns dans les autres. Petit jeu de maternelle pour nous, hein. Et alors, vous regardez ce que font les enfants. Et ce qui était intéressant dans le travail de Greenfield, c'est qu'elle dit qu'il y a plusieurs étapes. Il y a une première étape où les enfants se contentent d'apparier les objets. Donc, ils vont mettre un objet petit dans un objet grand. Mais c'est à peu près tout ce qu'ils font. Il n'y a pas de programme systématique. Et puis, ça va durer pendant les premiers mois de l'enfant, vers 11, 12, ici 16 mois. Et puis ensuite, les enfants vont avoir des stratégies plus complexes. Ils vont, par exemple, mettre l'objet moyen dans le grand et ensuite mettre le petit dans l'ensemble. Ou bien, et c'est peut-être encore plus sophistiqué, ils vont mettre le petit dans le moyen et le tout déplacé dans le grand. Donc ce sont 2 stratégies complémentaires en quelque sorte et dont on voit qu'elles apparaissent chez l'enfant à des étapes différentes et qui se trouvent coïncider à peu près avec les étapes d'apprentissage de règles grammaticales. Donc il y a la suggestion ici d'un parallèle, c'est ce qui est dans le titre de l'article, un parallèle entre l'action et la grammaire. Bon, que se passe-t-il chez les primates non humains, qu'il s'agisse de capucins, de bonobos ou de chimpanzés? Ils restent bloqués à la première règle ou peut-être aux 2 premières règles ici. Ils font des appariements, mais ils n'ont pas l'air de trouver cette situation systématique où on cherche à compléter de façon enchâssée la totalité de l'assemblage. Donc le puzzle n'est pas terminé en quelque sorte par la plupart des animaux et les chimpanzés ici vraiment sont bloqués dans la situation d'appariement. Bon, ça ne veut sans doute pas dire qu'ils ne pourraient pas apprendre, mais ça veut dire que le comportement spontané, c'est un comportement limité dans lequel on ne voit pas de capacité spontanée d'enchâssement. Voilà, alors beaucoup de données donc, qui suggèrent quand même qu'il y a une limite assez claire, et je voudrais revenir là-dessus en analysant maintenant de façon beaucoup plus resserrée, sur la base d'expériences spécifiques, en essayant de déterminer quel est le niveau de codage des séquences qui est disponible chez les animaux et chez les humains. Vous vous souvenez que dans les cours précédents, je vous avais parlé de cette classification qu'on a introduite en 2015 avec les membres du laboratoire, notamment Christophe Pallier, Florent Méniel, et on avait proposé qu'à chaque fois qu'un animal produit ou comprend une séquence, il faut se poser la question du type de représentation qui est déployé. Et nous avions proposé une classification en 5 niveaux, avec 5 types de représentations qui peuvent être déployées pour produire ou pour comprendre une séquence. Le premier niveau, c'est celui des chaînes temporelles, avec des transitions et un timing, une temporalité bien précise. Donc les animaux peuvent être capables d'enchaîner d'une représentation à une autre, un peu comme un automate à état fini. Je suis dans l'état A, je peux passer avec une certaine probabilité dans l'état B, après un certain délai, et les animaux vont être capables de détecter des violations aussi de ce qu'ils ont appris, donc détecter qu'un objet survient alors qu'il n'était pas attendu à un moment particulier de la séquence. C'est une sorte de chaîne, je pense que c'est ce que Skinner avait en tête lorsqu'il parlait de l'apprentissage de séquences, une sorte de chaîne de conditionnement de A vers B, de B vers C, etc. Est-ce que c'est tout ce que les animaux ont en tête ? Dès les années 50, Karl Lashley a écrit un article tout à fait célèbre pour dire que ça n'est certainement pas uniquement ce que les animaux ont en tête. Ils ont certainement beaucoup plus, et il faut considérer des niveaux d'abstraction supérieurs. D'abord, donc dans notre article, on a proposé ce deuxième niveau qui est la formation de groupes. Si dans une séquence, il y a des sous-séquences qui reviennent régulièrement, on peut être capable de les coder, de les repérer, de leur attribuer un sens particulier, et donc de les extraire, ce qu'on appelle des chunks, des groupes. Troisième niveau, le codage de l'ordre. On peut repérer dans une séquence que certains items viennent en premier, d'autres en second, d'autres en troisième. Vous voyez que les mots qu'on utilise aussi sont très particuliers, ce sont des ordinaux, des nombres ordinaux, et la question se pose donc de savoir si les animaux sont capables de coder le premier item est de tel type, ou même le dernier, vous voyez, qui est aussi un ordinal. Le dernier item de la séquence est de tel type. Ici, on est capable de comprendre ça. Troisième niveau. Quatrième niveau, ce que j'appelle schéma algébrique, à la suite de Gary Marcus, algebraic patterns, c'est-à-dire, là, un saut à l'abstraction. On ne considère plus les items spécifiques qui sont présentés à l'animal, mais la nature du schéma qui permet de les générer.
Dans l'expérience de Gary Marcus, je vais y venir dans un instant, vous avez des chaînes comme Totobu, par exemple, Mimitu, Gagari, et vous remarquez très vite que ce qui est caractéristique de ces chaînes, c'est qu'elles commencent par une répétition. Donc elles peuvent être décrites par un pattern, par un schéma algébrique A, A, B. Répétition, puis quelque chose de différent. Est-ce que c'est une manière de coder les informations? Est-ce que cette manière de coder les informations est accessible aux animaux autres que l'espèce humaine? Et puis, dernier niveau qui était proposé dans cet article, j'en ai beaucoup parlé évidemment, c'est celui des structures arborescentes enchâssées les unes dans les autres, des arbres, au sens syntaxique du terme. D'après Chomsky et ses collaborateurs, et les très nombreux linguistes dans le monde entier qui s'appuient sur ces idées, eh bien, c'est absolument indispensable d'avoir des structures arborescentes enchâssées pour rendre compte de l'organisation du langage. Et dans les cours précédents, j'avais discuté la possibilité que ce soit tout aussi indispensable pour rendre compte de l'organisation des représentations mathématiques ou abstraites et éventuellement musicales dans lesquelles il y a des répétitions de répétitions, éventuellement en miroir, etc. Donc un niveau qui est peut-être une hypothèse pertinente sur ce qui est unique à l'espèce humaine. Alors avec cette distinction en 5 niveaux, je pense que nous progressons parce que nous pouvons maintenant regarder la littérature ou mener des expériences spécifiques pour essayer de disséquer les comportements et de voir si on peut les attribuer à tel ou à tel niveau. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui, en commençant par le niveau 1, les chaînes temporelles. Alors je vais aller très rapidement parce que je vous ai montré dans ce cours cette année de très nombreux exemples de situations où les animaux, les oiseaux par exemple, ont des chaînes temporelles dans lesquelles des objets se succèdent les uns aux autres de façon absolument reproductible. Et on a l'évidence que les animaux ont compris cette séquence, en tout cas qu'ils ont enregistré une chaîne temporelle. Alors, je voulais simplement citer une expérience que je n'ai pas encore mentionnée, qui est due au travail de Joël Fagot avec Arnaud Ray dans le sud de la France, chez le babouin. Je l'ai mentionné parce que la méthode est intéressante et les conclusions pourtant demandent à être regardées avec prudence. Parce qu'en fait, il s'inspire du travail de Safran sur la formation des groupes, le chunking. Donc ils sont à la frontière entre chaîne temporelle et formation de groupe. Voilà l'expérience qu'ils font. Ils ont un écran sur lequel il y a 9 positions. Et ils vont demander aux babouins de cliquer sur ces positions. Et donc, ils vont allumer des lumières, des images, et ça va indiquer à l'animal où est-ce qu'il doit cliquer. Et ils vont faire varier la séquence qui est présentée à l'animal, ce qui permet de tester donc, des hypothèses sur la nature de la séquence qui est apprenable par l'animal. Et j'y reviendrai encore dans le cours de la semaine suivante. On verra que c'est une situation extrêmement productive pour tester différentes hypothèses. Alors ici, donc, ils ont 9 positions. Ils vont présenter une séquence de 9 positions et vont demander à l'animal de cliquer sur chacune des positions qui s'allument sur l'écran. Mais simplement, à l'insu de l'animal, il y aura 2 types de séquences. Dans certains blocs, il y aura une séquence complètement aléatoire, donc on ne peut pas prédire quel va être l'item suivant, à part que ça ne se répète pas. Et puis, dans les autres situations, il y a une organisation régulière, un pattern. Les 9 positions sont formées de 3 mots, on peut appeler ça des mots, chacun constitué de 3 positions. Donc vous avez par exemple les positions 5, 8 et 2, qui se succèdent systématiquement, et puis vous avez la position 4, 7 et 3 qui se succèdent systématiquement, et aussi 1, 9 et 6. D'accord ? Donc vous avez des combinaisons de 3 qui se succèdent régulièrement. Aux frontières entre ces combinaisons, par contre, vous ne savez pas ce qui va se passer. Ça peut être l'un ou l'autre des mots suivants qui va être présenté. Mais les résultats sont extrêmement clairs. Au fur et à mesure que les babouins pratiquent cette activité qui consiste à cliquer le plus vite possible sur la cible qui est présentée, à leur insu, ils apprennent la régularité. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage implicite, l'apprentissage de grammaire implicite, on l'appelle comme ça de façon un peu abusive. Ici, ce n'est pas vraiment une grammaire, c'est simplement qu'il y a des transitions entre les items qui sont reproductibles, et quand les transitions sont présentes, qu'il s'agit de la transition 1, donc par exemple entre 5 et 8, ou de la transition 2 qui est entre 8 et 2, eh bien, vous voyez que les animaux s'accélèrent progressivement, ils répondent de plus en plus rapidement, et c'est vraiment un apprentissage de la séquence particulière, parce que si on revient à la séquence aléatoire, ils sont de nouveau ralentis. Tout à fait typique de ces données d'apprentissage de grammaire artificielle. Donc on trouve de très nombreux exemples dans la littérature humaine, mais ici c'est chez le babouin, et c'est tout à fait clair donc, que le babouin a appris que après la position 5, il y avait très souvent la position 8, il se prépare à y aller. Alors, par contre, ça ne veut pas nécessairement dire que l'animal a compris qu'il y avait des groupes de 3. Et c'est là que je pense qu'il faut faire très attention. Tout ce qu'on peut dire, c'est que l'animal a compris qu'il y avait des probabilités de transition entre les items, avec une probabilité de 1 entre passer de 5 à 8. Mais par contre, est-ce qu'il a extrait 5, 8, 2 comme un chunk ? On n'en sait rien, on ne peut pas le savoir sur la base de ces données.
On peut peut-être le penser. Il a compris qu'il y avait des groupes de 3, mais ça ne le prouve pas vraiment. Alors pour le prouver, il faut donc se poser la question du niveau 2, formation de groupe. Est-ce qu'il y a vraiment extraction des objets lorsqu'ils sont regroupés entre eux? C'est l'expérience qu'a faite au départ Jenny Safran, et elle était venue nous en parler au Collège de France il y a quelques années. Je vous en ai parlé dans les cours précédents sur le bébé statisticien en particulier. Dans ces expériences, on expose les enfants, alors cette fois-ci à des séquences de syllabes, pas des séquences spatiales, mais des séquences de syllabes. Je vous donne un exemple. On va voir si vous détectez les mots. Toki booty polu toki boogie giko ba toki bugo pila toki booty polu toki boogie. Vous voyez que la séquence est strictement monotone, une syllabe régulière apparaît, mais très vite, dans votre tête, vous regroupez par 3. Vous vous rendez compte qu'il y a des mots qui reviennent régulièrement. Ils ne sont pas là dans le signal à proprement parler, sauf dans les probabilités de transition. Il y a des séquences de syllabes qui se suivent avec une probabilité 1 et qui forment des groupes de 3 mots. Vous voyez ici. Je les ai montrés en couleur pour que ce soit plus clair. Mais dans le signal, il y a juste cette séquence de syllabes. Votre capacité de chunking, de créer des chunks, des groupes, est telle que très vite, vous reconnaissez des mots. Alors, est-ce que les enfants font ça? Eh bien, dans l'expérience de Safran, pour le prouver, on commence par les habituer pendant quelques minutes à l'écoute de ce que je viens de vous présenter, la chaîne de syllabes, et puis ensuite, on leur présente des extraits, des groupes de 3 syllabes, qui peuvent être soit des mots, donc par exemple Tokibu, un des mots de la séquence initiale, soit des non-mots dans lesquels on combine 3 syllabes dans un ordre qui n'était pas présent dans l'exposé de départ, dans l'habituation de départ, soit des parties de mots dans lesquelles il y a la fin d'un mot et le début du suivant. Donc ce sont des choses que vous avez vraiment entendues. Je pense qu'il doit y avoir un bougico quelque part ici dans cette... voilà. Bon, j'arrive pas à le trouver, tant pis. Vous le trouvez peut-être à ma place. En principe, l'idée, c'est que ce sont des pseudomots donc, qui correspondent à la fin d'un mot et le début du suivant. D'accord ? Ce sont des choses que vous avez entendues, mais qui ne sont pas des mots de la séquence initiale. Et les expériences montrent d'abord chez l'enfant de 8 mois et ensuite chez les singes tamarins, dans le laboratoire de Mark Hauser, que les animaux comme les enfants sont sensibles à la différence entre les vrais mots et les faux mots ou les pseudomots. Ils se tournent plus rapidement lorsqu'il y a des vrais mots que lorsqu'il y a des pseudomots. Donc, ils sont capables de faire la différence entre vrais mots et pseudomots. Donc, ce type d'expérience suggère que le chunking existe chez les animaux et notamment chez les tamarins. Bon, on peut encore discuter. Est-ce que le fait d'avoir repéré que ça n'est pas un mot, est-ce que ça implique que l'enfant a vraiment extrait le mot tokibu et n'a pas extrait le mot bugiko? Alors chez l'enfant, oui, parce qu'on a des expériences supplémentaires dont je vous avais parlé qui montrent que les enfants sont capables d'associer ces mots avec des objets. Chez l'animal, ce type d'expérience, à ma connaissance, n'a pas encore été fait, donc on n'est pas absolument certain que ça va jusqu'à l'extraction complète de l'objet, parce qu'après tout, cette séquence-ci a des probabilités de transition plus élevées que celle-ci. Donc il faut encore rester prudent, mais je pense qu'on peut admettre que la formation des groupes, donc des chunks ici, va exister chez l'animal. Alors, codage de l'ordre, maintenant. Est-ce que les animaux sont vraiment capables de savoir ce qui vient en premier, ce qui vient en second, ce qui vient en troisième, etc. Eh bien là, on a de très belles expériences et c'est sympathique de voir que c'est le même Herb Terrace qui était responsable de cet article de Science dont il décrivait finalement l'échec des expériences avec Nîmes, l'absence de syntaxe complexe chez les animaux. Donc quelqu'un qui est un grand sceptique, qui est un type qui est issu vraiment d'une perspective skinnérienne, de tester de façon in extenso les compétences des animaux, et il va conclure qu'il y a vraiment un apprentissage de l'ordre sériel, il y a une compétence numérique chez les animaux, numérique pour l'ordre des nombres ordinaux et pas seulement des nombres cardinaux. Alors voilà comment il fait. Il demande à des singes macaques d'apprendre des séquences vraiment arbitraires. Donc on présente 7 images et on va demander à l'animal de découvrir qu'il y a un ordre, c'est-à-dire que celle-ci vient en premier, celle-ci vient en deuxième, etc. Mais vous voyez que les images sont vraiment arbitraires. Alors comment on fait? On présente un écran dans lequel il y a toutes ces images et on va demander à l'animal de cliquer sur la première. D'accord? Donc déjà, il doit apprendre à trouver quelle est la première. Il peut le faire par essai-erreur. Et puis, dès qu'il va réussir à cliquer sur la première, l'écran va s'effacer. Un nouvel écran apparaît avec les mêmes images, organisées de façon différente dans l'espace. Et maintenant, l'animal doit cliquer sur la deuxième image. Donc il doit trouver quelle est celle qui vient en deuxième, quelle est celle qui vient en troisième. Il y a 5040 possibilités
d'ordre. Donc il y a vraiment quelque chose qui est complexe qui est appris par l'animal ici. Et les singes apprennent nettement mieux que le hasard, avec, vous voyez, quand même quelques centaines ou même milliers d'essais. Hein. En fait, les animaux apprennent 4 listes différentes. Donc ici, vous avez l'une de ces listes, avec 7 images arbitraires. Et en fait, les animaux ont appris 4 listes. On voit que la première liste met beaucoup de temps à être apprise. Ici, c'est le nombre de sessions de 60 essais. Donc on n'est pas loin de 2000 essais pour atteindre un critère de réussite ici qui est fixé arbitrairement à 65%. Hein. Donc 65% du temps, les animaux sont capables de faire toute la séquence. J'appuie sur le premier, j'appuie sur le second, j'appuie sur le troisième. Et comme la disposition spatiale change à chaque essai, vous voyez qu'il n'y a que l'ordre qui compte finalement ici pour les animaux. Hein. Et alors, comment est-ce qu'on va savoir si les animaux ont juste appris une sorte de chaîne, réflexe, image 1, image 2, image 1, ou bien est-ce qu'ils ont vraiment appris celle-ci vient en premier, celle-ci vient en second, celle-ci vient en troisième? La question se pose, c'est pas facile de faire la différence entre une chaîne temporelle et une vraie compétence ordinale. Eh bien, l'expérience est assez sympathique ici. On va présenter juste 2 images à l'animal, donc pour le tester, sans le renforcer particulièrement, c'est de la généralisation, et on va lui demander dans quel ordre il appuie. Est-ce qu'il appuie toujours sur celle qui vient en premier dans la séquence, puis sur celle qui vient en second dans la séquence. Donc on va présenter par exemple l'image 3 et l'image 6, et puis on va voir s'il appuie sur 3 suivi de 6. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'on va mélanger les images, et c'est là la clé ici, on va mélanger les images des 4 séquences. Donc on va pouvoir présenter par exemple l'image 3 de la séquence A et l'image 6 de la séquence B. D'accord ? Et là, c'est quelque chose que l'animal n'a jamais eu à faire auparavant. Est-ce qu'il sait dans quel ordre elles viennent ? Et on s'aperçoit, et c'est ce que montre ici cette figure un peu compliquée, je vous prie de m'excuser pour la complication, mais l'animal fait beaucoup mieux que le hasard. Donc, si on a 80% correct pour le choix de ses paires ici, il appuie dans le bon ordre beaucoup mieux que le hasard pour toutes ses paires, qu'elles soient issues de la même liste ou de listes différentes. C'est en pointillé ici, on ne voit pratiquement pas la différence. Ça ne fait aucune différence. Il sait que certaines viennent au début et certaines viennent vers la fin. Et ce que vous voyez ici, c'est un effet de distance tout à fait naturel. Si les items sont loin les uns des autres dans la liste, par exemple premier versus dernier, ou bien deuxième versus avant-dernier, eh bien c'est beaucoup plus facile. Il y a une grande distance ici de 5 ou de 6. L'animal ne fait pratiquement aucune erreur. Ses temps de réaction sont très rapides. Les temps de réaction sont en rouge ici. Et puis, au contraire, si les items sont distants les uns des autres, sont peu distants, donc distance de 1 ici dans la séquence initiale, et bien là, il va y avoir des confusions entre 2 et 3, des confusions entre 3 et 4, c'est très naturel, il y a un effet de distance qui existe pour les nombres cardinaux et qui existe ici pour les nombres ordinaux. Donc un très joli travail de Herb Terrace, et il y a d'autres, il y a toute une série d'expériences de Herb Terrace sur ce sujet, qui nous montrent que les animaux ont l'air d'attribuer des étiquettes, cette image-là c'est en premier, cette image-là c'est en second, en troisième, etc. Donc j'ai aucun doute sur la notion de codage de l'ordre ici. Et maintenant, reste à se poser la question des schémas algébriques. Je vais le faire en quelques minutes pour terminer ce cours. Donc, et puis, dans le cours prochain, on regardera les structures arborescentes. Mais donc, d'abord, qu'est-ce qu'on appelle schéma algébrique ? Je vous rappelle très brièvement cette expérience de Gary Marcus. C'était des enfants de 7 mois qui entendaient des séquences de 3 syllabes et elles étaient toujours variées énormément, mais il y avait un schéma. Le schéma pouvait être ABB, par exemple, c'est-à-dire qu'on entend gatiti, poulolo, etc. Donc toujours un pattern de répétition particulier. Et puis, ça permet de tester la connaissance de la règle abstraite. On teste les enfants avec des séquences nouvelles, mais qui respectent le schéma d'origine. Donc c'est la première fois qu'il entend les syllabes wo, fait, mais il entend wo, fait, ou il entend wo, fait, wo, qui viole la règle qu'il a entendue au départ. Et on s'aperçoit que les enfants écoutent plus longtemps les séquences qui violent le schéma de départ. Donc ils sont sensibles au fait que la règle a été violée. Et ces résultats sont répliqués avec des syllabes qui ne partagent pas des traits phonétiques particuliers, et ces résultats sont aussi étendus à des règles contrastées AAB versus ABB. Ça c'est important parce que ça veut dire que ce n'est pas juste que l'enfant détecte que certaines ont une répétition immédiate et d'autres n'ont pas de répétition immédiate. Là, vous voyez que toutes les deux ont une répétition, et l'enfant est capable de dire non, la répétition est au début ou la répétition est à la fin. C'est des enfants de 7 mois, donc on est uniquement en compréhension, pas de production, mais ils comprennent la règle. Donc, ce qu'a conclu Gary Marcus dans un article qui est extrêmement influent de Science en 1999, c'est que les enfants de cet âge comprennent des schémas algébriques, ils sont capables de comprendre des règles assez abstraites.
Je voudrais mentionner très brièvement que le laboratoire, l'équipe de Ghislaine de Anne-Lamberts, travaille sur cette question, étend ses résultats en ce moment même et montre, en particulier avec des enregistrements de l'activité cérébrale, avec les potentiels évoqués, chez les enfants encore plus jeunes, de 5 mois, qu'il y a vraiment une sorte de connaissance explicite de ces règles. C'est-à-dire qu'on peut présenter des stimuli qui ont une certaine règle, par exemple ABB, et conditionner en quelque sorte l'enfant, apprendre à l'enfant que ceci prédit la présentation ultérieure d'un symbole particulier, d'une image particulière. Par exemple, le poisson Nemo. Et dans ce travail qui est réalisé pour la thèse de Claire Capdebon ici, eh bien, les enfants apprennent que les stimuli qui respectent la règle ABB prédisent Nemo et les stimuli qui respectent la règle ABA prédisent une autre image, le lion ici. Et lorsque cette règle est violée, lorsqu'on va présenter la mauvaise image en séquence, donc d'abord on présente le son puis ensuite l'image, eh bien lorsque cette règle est violée, les enfants réagissent et leur cerveau réagit, et donc on peut voir qu'il y a eu une représentation explicite de la règle. À mon avis, ce qui est le plus important dans ce travail ici, c'est ce caractère explicite. Si c'était un simple réseau de neurones qui tournait et qui finissait par faire la différence entre ABB et AAB, mais sans représentation explicite, il ne serait pas capable d'associer un état avec la prédiction d'une image suivante. On a l'impression que l'enfant a vraiment extrait la représentation de la règle. Il sait que c'est la règle ABB, je peux l'associer à un objet particulier comme le poisson Nemo, par exemple. Et c'est un petit peu comme la situation du singe de Prémack qui est capable d'apprendre un symbole pour pareil. Deux objets sont pareils. Ici, c'est du même niveau d'abstraction. J'apprends un symbole, en tout cas une image particulière, pour dire c'est ABB, c'est ce patron algébrique, ce schéma algébrique particulier. Donc les enfants, très tôt, ont des compétences pour des règles abstraites de ce type. Qu'en est-il des animaux? Eh bien, on dispose d'expériences chez le rat. Je vais passer un petit peu vite. C'est un papier qui est paru quand même dans Science en 2008 pour vous dire à quel point ces questions sont d'importance dans l'actualité scientifique, parce que vraiment on se demande jusqu'à quel niveau d'abstraction le cerveau des autres espèces animales peut aller. Et donc ce travail de Murphy et collaborateurs montre que des rats ont été capables de reconnaître une règle de type, ils ont une notation un tout petit peu différente, ils disent X, Y, X, donc répétition aux frontières ou répétition au début. D'accord ? Ils ont conditionné en fait des rats à classifier des stimuli entre X, Y, X et X, X, Y. Et il y a un troisième groupe Y, X, X. Donc ils classifient les stimuli, ceux qui respectent la règle, ceux qui ne la respectent pas. Donc c'est déjà pas mal de voir que les animaux sont capables de mettre d'un côté ABA et BAB ensemble, et puis toutes les autres séquences, une autre réponse qui est faite par l'animal. Et donc, ils sont vraiment capables de faire cette classification et ils généralisent cette classification à des sons qui sont présentés ultérieurement. Donc, cette manip chez le rat ne va pas très très loin, mais il y a quand même cette expérience de généralisation ici qui est clé. On a conditionné l'animal avec certains sons purs et ils sont capables de généraliser dans une autre bande de fréquences. Donc, ils généralisent à des sons nouveaux, ce qui suggère qu'ils ont compris la règle. Les résultats sont beaucoup plus élégants dans un travail avec lequel je vais terminer, de Ravignani et collaborateurs, Zonweber avec Tecumseh Fitch, qui est l'un des acteurs clés de ce domaine. Et ici, vraiment, il montre de façon très convaincante que des chimpanzés sont sensibles à ces fameux schémas algébriques. Ils sont capables de détecter des règles qui sont ici présentées sous une forme visuelle. Vous voyez qu'on présente aux chimpanzés des écrans de ce type-là, dans lequel il y a des séquences de formes. Et la règle qu'il faut découvrir, c'est qu'il y a une relation entre le premier élément et le dernier. Donc c'est de type A, B, A, ou A, B, étoile A. Il peut y avoir plusieurs B entre les deux. Et ici, la règle, c'est qu'il y a la même forme à gauche et à droite. Et d'autres chimpanzés apprennent qu'il y a une relation de dépendance arbitraire, mais systématique, entre l'item de gauche et l'item de droite. La situation ici à gauche, je pense, ne se produit pas tellement dans le langage, c'est plutôt une sorte de règle logique. Le premier élément doit être pareil que le dernier. La situation de droite se produit peut-être plus fréquemment dans les langues naturelles, par exemple dans la conjugaison. La terminaison des verbes va être mise en relation avec le pronom particulier ou la nature du sujet devant le verbe. Donc, nous mangeons. Vous voyez, le nous prédit la terminaison particulière d'un verbe. Donc, on parle de dépendance à longue distance. Eh bien, est-ce que les animaux sont capables d'apprendre de telles règles? Alors, il y a seulement 6 chimpanzés qui apprennent, qui passent le début, ils sont capables d'apprendre le début de cette règle, et on va les entraîner donc avec beaucoup de situations de ce type, avec éventuellement une ou plusieurs formes, comme on le voit ici, entre les deux.
Et puis, on va tester leur généralisation. Alors, c'est ça qui est intéressant dans cette expérience, à beaucoup de situations. Et je crois que vous aurez compris au fil de ce cours, c'est la capacité de généralisation qui nous dit quelle est la règle qui a été apprise. Est-ce que c'est juste que l'animal a appris toutes les instances possibles qu'on lui a présentées, il peut avoir une très bonne mémoire, ou bien est-ce qu'il a vraiment généralisé, appris quelque chose d'abstrait? Donc ici, vous avez l'ensemble d'entraînement. On va regarder ici, à gauche, ce sont les animaux qui ont appris cette règle un peu logique, même forme à gauche et à droite. Et puis ici, ce sont les animaux qui ont appris des paires arbitraires. Si cette forme-là est à gauche, alors celle-là est à droite, et 5 paires de ce type. Et si on regarde un par un, 6 chimpanzés sur 6 sont capables de généraliser alors qu'il y a une variation de couleur. Donc ici, vous voyez cette ligne particulière. On a changé les objets de couleur, mais c'est toujours la même forme à gauche et à droite. Ici, ça n'est pas le cas. L'animal est capable de choisir cette forme-là et d'éviter celle-ci, cette chaîne-là plutôt. Donc il a compris que c'était la même forme indépendamment de la couleur. Il est capable de faire des extensions à des chaînes plus grandes. Ça, c'est très important. Donc on peut rajouter des éléments entre les deux, dans les deux cas d'ailleurs, et l'animal généralise. En tout cas, 4 animaux sur 5 font mieux que le hasard pour généraliser dans cette situation. Le nombre d'animaux diminue parce que malheureusement, ils ne font pas tous les tests. Il y a de moins en moins d'animaux, plus les tests sont difficiles ici. Donc on a de moins en moins de données, malheureusement. Alors, vous voyez qu'on peut généraliser à des formes nouvelles. Cette forme n'a jamais été vue auparavant, à gauche et à droite. L'animal est quand même capable de choisir. Par contre, il y a un échec de l'animal à un test qui est intéressant, où on duplique une des formes au milieu. Alors, l'idée des auteurs, c'est que l'animal devrait choisir celle-ci, donc il y a la même forme à gauche et à droite, et devrait éviter celle-ci, parce qu'il y a aussi la forme au milieu. Après tout, c'est arbitraire. En quelque part, ça nous dit qu'est-ce que l'animal a compris. Il n'a pas spécialement envie de rejeter ce type de séquence dans lequel il y a la même forme au milieu, ou pile au milieu ici. Donc, quelque part, il dit, la seule chose qui compte, c'est qu'il y ait la même forme à gauche et à droite. Entre les deux, il peut y avoir n'importe quoi, ça n'est pas pertinent. Je réponds au hasard entre ces deux types de choix, parce que je ne m'intéresse pas au fait qu'au milieu, il y a une forme répétée. Par contre, et ça c'est peut-être vraiment le plus important, il y a une dépendance de la position. Donc, vous voyez ici, ce contraste il est intéressant, c'est même forme à gauche, même forme à droite, c'est le bon choix. Et puis ici, le mauvais choix, c'est forme à gauche, elle est répétée, mais pas tout à fait à droite, pas à l'extrême. D'accord ? Et là, l'animal rejette, en tout cas 4 animaux sur 4 qui ont atteint ce stade de l'expérience, rejettent ce type de stimuli. Ça n'est pas la bonne règle. La bonne règle, c'est l'item de gauche et l'item de droite, les extrêmes doivent être identiques. Ça, je pense, c'est intéressant. Bon, après, il y a d'autres formes de transfert, je vais passer un petit peu vite. C'est la partie de droite, il y a quand même un point qui est intéressant, c'est que l'animal ne résiste pas, mais il n'y a plus qu'un animal qui est testé ici, il ne résiste pas à l'inversion des stimuli ici. Donc, vous voyez qu'on lui a appris, on lui a appris donc, que le rond à gauche prédit l'enveloppe à droite, et on lui a appris que les diamants à gauche prédisent ce patron ici, cette matrice à droite. Et là, on lui fait inverser les deux. Et on regarde s'il fait la différence entre les items dans le bon ordre ou dans l'ordre inverse. Et l'animal ne fait pas la différence. En tout cas, il ne fait pas mieux que le hasard. Donc, quelque part, il n'a pas l'air d'avoir la règle la plus abstraite possible. Il n'a certainement pas retenu que c'était en premier ces formes-là, en dernier ces formes-là. Et par contre, il est capable de généraliser à travers les items. Donc ici, vous avez le A1 suivi du B5, c'est-à-dire la forme de gauche de cette paire-là et la forme de droite de cette paire-là. Ça ne dérange pas l'animal, il généralise, il est capable de choisir correctement. Donc la conclusion de ce travail, c'est que les animaux sont capables d'apprendre des patrons algébriques qui sont quand même très abstraits, avec généralisation à des formes nouvelles, à des séquences nouvelles, et le patron algébrique, en quelque sorte, c'est A, B étoile, A. C'est-à-dire, ça doit commencer par une forme, et la même forme doit être à la fin. Ou alors, il y a un jeu de formes qui peuvent être au début et qui peuvent être à la fin. Voilà. Et il faut que la chaîne vérifie cette propriété abstraite. La même forme, un petit jeu de formes peut être au début et à la fin, ou bien la même forme doit être au début et à la fin. Donc, on retrouve la notion d'ordinalité ici, la notion de premier et de dernier, qui joue un rôle important, en tout cas les extrémités d'une chaîne visuelle. Et pourquoi je dis premier et dernier ? Parce qu'il y a une dernière expérience qui est vraiment intéressante aussi. On regarde si cette connaissance est cross-modale. Donc les animaux ont été entraînés à faire cette classification sur des chaînes visuelles. Et maintenant, on va, en même temps qu'on leur fait faire cette classification visuelle, donc ils continuent de recevoir des chaînes de ce type et devoir choisir celle-ci, par exemple, on va leur jouer un son, et le son va être isomorphe ou pas avec la règle qu'on leur demande de détecter.
Donc, qu'est-ce que ça veut dire isomorphe? Ça peut être, vous voyez, des sons qui font bip, boop, bip, boop. Donc, le premier son est pareil que le dernier. Ou bien, au contraire, boop, bip, bip. Auquel cas, les deux derniers sons sont identiques. Donc, est-ce que c'est isomorphe de ce qui est présenté visuellement? Eh bien, cette mélodie particulière, dans laquelle le premier son et le dernier sont identiques, est isomorphe de cette chaîne visuelle. Et cette mélodie ici, dans laquelle les deux derniers sons sont identiques, est isomorphe de cette chaîne visuelle dans laquelle les deux dernières formes, les formes de droite, sont identiques. Est-ce que l'animal est capable de voir le lien? Et est-ce qu'il le fait spontanément? Eh bien, oui, parce que la présence de la chaîne auditive, de la mélodie, interfère avec le jugement visuel. Donc l'animal est en train de juger les formes visuelles, mais s'il entend une mélodie qui va dans le sens inverse, qui est d'un type opposé, eh bien, il est troublé et ses temps de réaction sont ralentis pour les mélodies qui ne sont pas isomorphes. On peut dire qu'il est accéléré par les mélodies isomorphes. Il y a une différence entre les deux. Donc je pense que c'est quand même très important. Il y a chez le chimpanzé, clairement, le niveau 4 est atteint. Ce niveau 4, c'est la perception de patterns algébriques abstraits de type A, B étoile A, et tellement abstraits qu'ils peuvent être généralisés de la modalité auditive à la modalité visuelle. Donc il y a quelque chose de partagé, il y a une sorte de formule abstraite dans la tête du chimpanzé. Voilà, donc je vais m'arrêter là en vous laissant avec cette hiérarchie. C'est clair qu'il reste un 5e niveau, mais il faut bien que je garde un petit peu de suspense dans ce cours quand même. Donc la semaine prochaine, nous verrons si les animaux arrivent à passer le 5e niveau, la représentation des structures arborescentes enchâssées. Merci beaucoup de votre attention. Merci.